Nous suivons une information de dernière minute. Un terrible cas de violence commis par un père, autrefois décrit comme l'un des hommes les plus puissants de Virginie. C'est certain, il s'agit d'une famille très en vue. À un moment donné, je pense qu'on peut le dire ainsi. Justin Fairfax, avant d'être lieutenant-gouverneur, pendant qu'il occupait ce poste, et même après, était une étoile montante de la politique. Pas seulement dans le nord de la Virginie, mais en Virginie. Justin Fairfax a été autrefois le lieutenant-gouverneur de l'État de Virginie, un mari et un père, et maintenant lui et sa femme sont morts. D'après ce que je comprends à ce stade précoce, l'ancien lieutenant-gouverneur Fairfax a récemment remis des documents liés à une procédure judiciaire à venir. Vous regardez On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Justin Fairfax était autrefois considéré comme une étoile montante dans le monde de la politique. Et c'était un mari et un père. Sachant qui il était, cela rend ce qui s'est passé cette nuit encore plus difficile à comprendre. Et je vous préviens à l'avance, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura des détails difficiles, des extraits audio difficiles que vous allez entendre. Voir que son père aurait pu poignarder sa mère, qu'elle gîte au sol en train de saigner parce qu'il tient sa chemise. Terrifié il y a une minute, j'ignore où est son père. C'est l'appel que les opérateurs ont transmis aux forces de l'ordre après la réception d'un appel au 911 à Fairfax, en Virginie, juste à l'extérieur de Washington, D.C., après minuit, et les autorités se sont rendues à un domicile situé sur Ginver Drive. Il semble que le meurtre ait eu lieu au sous-sol. On me l'a décrit comme un sous-sol fini, mais inachevé dans la maison. Bien que l'appel initial au 911 faisait état d'une attaque au couteau, les autorités précisent qu'une arme à feu a été utilisée. Lors de l'appel au central, la police a trouvé Serena Fairfax, l'épouse de Justin Fairfax depuis 2006 et la mère de ses enfants, dans le sous-sol, et elle était morte. À ce moment, on ignorait où était l'ancien lieutenant-gouverneur. Je n'ai pas encore fouillé toute la maison, mais j'ai leur fils en bas. Si tu connais Tom, elle doit fouiller la maison. La voiture du mari est toujours dans l'allée. Maintenant, il semble que la police ait fouillé les environs de la maison des Fairfax à la recherche de l'ancien homme politique. On ignore s'il savait qui il était après avoir découvert sa femme morte dans la cave. Un homme de 45 ans, inconscient et en arrêt respiratoire. Nous recherchons un homme noir, 1,55 m, rasé de près. Mais c'est environ 15 minutes après ce premier appel que les autorités ont trouvé Justin Fairfax mort dans une chambre. 4h31 Alpha. Un autre individu est à terre dans une chambre à l'étage. Bien sûr, 7023. Je pense que c'est notre individu. Il a une arme avec lui, blessure par balle auto-infligée à la tête. Justin a tiré et tué sa femme. Il monte apparemment à l'étage dans la maison, entre dans la chambre principale et se tire une balle, se tuant lui-même. La police affirme que l'ancien lieutenant-gouverneur a tué la docteure Serena Fairfax, son épouse depuis près de 20 ans, qui était dentiste. Ils s'étaient rencontrés à l'université Duke lorsqu'ils étaient étudiants. Ils étaient mariés depuis 2006, soit près de 20 ans. Ils ont 2 enfants adolescents et c'est leur fils qui a appelé le 911. Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire comme celle-ci ait un sens, peu importe qui est impliqué, mais la police dit que les Fairfax étaient en train de divorcer et que cela semblait être un divorce difficile. D'après ce que je comprends à ce stade, l'ancien lieutenant-gouverneur Fairfax a récemment reçu des documents liés à une prochaine procédure judiciaire, ce qui aurait apparemment conduit à l'incident d'hier soir. Leurs 2 enfants, des adolescents, le garçon étant plus âgé que la fille, étaient dans la maison au moment des faits. C'est donc une terrible nouvelle pour la famille. C'est certainement un événement traumatisant pour ces enfants à traverser. Mais nous savons que tout cela a en quelque sorte culminé la nuit dernière. Les documents du tribunal révèlent que Serena a demandé le divorce en juillet dernier. Elle a affirmé qu'ils s'étaient séparés en juin 2024, mais qu'ils vivaient ensemble dans la même maison. Ils occupaient des chambres séparées, mais ils étaient sous le même toit. Le document indique également que les Fairfax avaient un contrat postnuptial, et il semble qu'ils aient été en litige à ce sujet devant le tribunal après que Serena ait demandé le divorce. Ils étaient en désaccord sur l'application du contrat postnuptial lors du divorce. Un avocat spécialisé en divorce, Randy Kesser, va me rejoindre. Et il y a une loi intéressante en Virginie concernant le divorce et la façon dont cela a pu influencer ce qui s'est passé. Il y a encore, bien sûr, beaucoup de choses que nous ne savons pas. Le document n'indique pas la raison du divorce des Fairfax. Mais la police affirme que Justin Fairfax les a appelés et a prétendument porté une fausse accusation d'agression contre sa femme en janvier. En janvier de cette année,
Monsieur Fairfax appelle la police et allègue que sa femme l'a agressé. Nous sommes intervenus sur les lieux. Il y a plusieurs caméras installées à l'intérieur de la maison. Apparemment, Madame Fairfax, à un certain moment pendant cette procédure de divorce, a installé beaucoup de caméras à l'intérieur de la maison. Nous avons visionné les images de ces caméras et nous avons confirmé que l'agression présumée n'a jamais eu lieu. Donc, aucune arrestation n'a été effectuée. Un rapport a été rédigé, mais l'allégation que M. Fairfax a faite en janvier, selon laquelle Mme Fairfax l'aurait agressé, s'est avérée fausse. La police précise que Fairfax n'a pas été verbalisé pour fausse déclaration dans ce cas. La police indique qu'il y avait des caméras à l'intérieur de la maison des Fairfax que Serena avait installées pendant la procédure de divorce. Et ces caméras, selon la police, seront utilisées comme preuve dans cette affaire, car ils affirment que les caméras enregistrées la nuit dernière lorsque ces coups de feu ont été tirés. Je sais qu'ils étaient séparés mais vivaient ensemble. Je sais qu'il y a une procédure de divorce en cours et des comparutions au tribunal qui sont prévues et en attente dans un avenir très proche. Je sais qu'il s'est vu signifier des documents judiciaires récemment. Apparemment, ces documents indiquaient la date de sa prochaine comparution au tribunal. Cela a peut-être été un déclencheur. Vous savez, les détectives vont découvrir ce qui a mené à cette tragédie ici. Encore une fois, une mère abattue et tuée, arrachée à ses enfants, puis il met fin à ses jours. Justin Fairfax a été lieutenant-gouverneur en Virginie sous le gouverneur démocrate Ralph Northam entre 2018 et 2022. Fairfax n'était que le deuxième Afro-Américain jamais élu à une fonction élective au niveau de l'État en Virginie. La controverse dans sa carrière est survenue en 2019 lorsque deux femmes ont accusé Fairfax d'agression sexuelle. Des faits qui se seraient produits entre 2000 et 2004. Fairfax a nié ces allégations concernant des faits survenus avant son mariage. Fairfax affirme que ses interactions avec les femmes étaient consensuelles. L'une d'elles, selon CBS, a affirmé avoir été agressée sexuellement par Fairfax lors de la Convention nationale démocrate en 2004. Et une autre l'a accusé d'agression sexuelle alors qu'ils étaient étudiants à l'université Duke, où il a finalement rencontré sa femme. Fairfax a nié ces accusations et affirmé avoir réussi un test au détecteur de mensonges. Également en 2019, Fairfax a failli devenir gouverneur de Virginie. Vous vous souvenez peut-être que Ralph Northam était au centre d'une controverse lorsqu'une vieille photo d'annuaire de 1984 le montrait grimé en blackface lors d'une fête où quelqu'un était déguisé en costume du Ku Klux Klan. L'annuaire remontait à ses années en école de médecine. Malgré de nombreuses demandes, Northam n'a pas démissionné. Sinon, Fairfax aurait pris sa place. Fairfax lui-même s'est présenté au poste de gouverneur en 2021, mais il a terminé 4e lors de la primaire démocrate. Puis il a quitté la vie publique. Une fois dans la vie privée, la police précise que Fairfax a exercé comme avocat dans le privé. Et l'une de ses dernières publications Facebook de 2024 mentionne qu'il a représenté 7 des 12 familles des victimes tuées lors d'une fusillade de masse en 2019 dans un bâtiment municipal à Virginia Beach. C'est l'une des fusillades en milieu de travail les plus meurtrières des États-Unis. La publication disait que Justin voulait plus de services de santé mentale pour les personnes touchées. Autre précision sur son divorce. Les documents montrent que sa femme avait mandaté un cabinet d'avocats pour la représenter durant la procédure. Fairfax semble s'être représenté lui-même. Nous accueillons maintenant l'avocat en droit de la famille Randy Kessler pour analyser les points clés de cette histoire difficile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez, j'ai lu ce document et il semble que ce soit un divorce compliqué, pour le moins, entre les Fairfax qui étaient en cours. Qu'avez-vous constaté en le lisant? Eh bien, vous savez, je n'ai pas vu tout le dossier, mais d'après ce que j'ai lu, c'était un divorce compliqué. Et ce qui le rendait compliqué, c'était en partie les lois en jeu, n'est-ce pas? En Virginie, il semble qu'il faille être séparé pendant 1 an. Beaucoup d'États ont des règles qui disent « Nous ne croyons pas que vous voulez divorcer. Nous voulons nous assurer que vous voulez vraiment divorcer. Vous devez vivre séparés 1 an avant d'obtenir le divorce. » Peut-être que c'était bien intentionné, comme la plupart des lois. Tu sais, je suis justement ici en ce moment, Chris, à la réunion de la section du droit de la famille de l'ABA à Washington, où nous discutons des lois de tous les différents États et les comparons. Et beaucoup de gens sont d'accord pour dire que lorsque vous essayez de forcer les gens à rester ensemble, en pensant que cela les fera rester mariés, vous vous retrouvez avec des situations comme celle-ci, n'est-ce pas? Nous sommes adultes. Si après 4 ans d'efforts sur notre mariage, ça échoue, pourquoi l'État m'oblige-t-il à une séparation officielle d'1 an? Pourquoi maintenir cette incertitude? Cela semble faire partie du problème. J'ignore ce qui l'a fait craquer. Je ne sais pas ce qui a causé le divorce, le meurtre. Cependant, maintenir des gens dans une mauvaise situation en espérant qu'ils restent mariés, car le mariage est généralement une bonne chose,
peut parfois se retourner contre nous. C'est peut-être l'une de ces situations tristes. Et selon la police, Serena Fairfax venait tout juste de remettre des papiers à Justin Fairfax. Et la police pense que cela a peut-être été l'étincelle qui a mené à ce terrible cas de violence. Parce que quand je regarde ça, ils vivent dans la même maison, vous savez. Et comme le document l'indique, je crois qu'elle a d'abord dit qu'elle voulait ce divorce dès 2024. Et donc, vous savez, ils avaient des chambres séparées, mais vivaient dans la même maison. Et il semble, d'après ce que nous apprenons, que c'était une relation très conflictuelle, pour dire le moins. Comment des gens peuvent-ils vivre ensemble tout en ayant des procédures judiciaires en cours? Oui, ça paraît fou. Et voyez, j'ai la chance d'avoir une activité florissante en droit du divorce où la majorité de nos clients peuvent se permettre une seconde résidence. La plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Ces personnes pourraient probablement se le permettre. Je ne sais pas s'ils le peuvent ou non, mais ce n'est pas rare. Il est fréquent de demander le divorce sans quitter la maison, car personne ne veut quitter la maison où vivent les enfants, n'est-ce pas? Je vais quitter la maison, mais alors je laisse mes enfants ou je vais quitter la maison. Mais en général, il faut régler ce genre de choses. Quel sera l'arrangement parental? C'est effrayant de quitter une maison sans être sûr d'avoir accès à ses enfants ou à ses affaires. Donc très souvent, les gens commencent à la procédure. Lorsqu'on débute un dossier de divorce, on conseille souvent de quitter la maison pour éloigner le client de son conjoint, car c'est une période à risque. Quand quelqu'un reçoit les papiers du divorce, c'est une déclaration que la personne que vous aimez, dont vous prenez soin et que vous avez choisi pour passer le reste de votre vie avec vous, vous a rejeté. Aussi gentiment que possible, aussi calmement et simplement que nous pouvons l'expliquer, nous disons que ce sera un divorce simple, sans rancune. Ça ne va tout simplement pas marcher pour notre client. Il n'y a pas de façon agréable de dire « je ne veux plus être marié avec toi ». C'est vraiment la gifle la plus insultante. Et parfois, les gens réagissent violemment. C'est une situation vraiment terrible, terrible sur le plan émotionnel pour la plupart des gens. Parfois, deux personnes prennent cette décision ensemble, ce qui rend le processus plus simple, bien que jamais facile. C'est ce que je souhaite pour mes clients. J'espère qu'ils disent, mon conjoint et moi sommes tous les deux d'accord pour dire que nous ne devrions plus être ensemble. Nous devons juste trouver comment diviser les biens et partager la garde des enfants. C'est le client idéal pour moi. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Nous devons attendre qu'ils acceptent tous deux le divorce. Dans ce document de divorce, il mentionne un PNA, sûrement un accord prénuptial, donc un contrat de mariage. Dans ce cas, En fait, Chris, je crois qu'on appelait ça un contrat post-nuptial parce qu'ils étaient déjà mariés. d'accord, ça a du sens. Très bien. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comment ça s'est passé en termes juridiques? On parlait de cette période d'attente où il était dit dans le PNA qu'il lui rachèterait sa part de la maison, et il y a des choses liées au remboursement du prêt immobilier, puis il contestait cela. Et puis apparemment, en janvier, il a en fait gagné cette partie-là, on dirait. Est-ce que tu peux, en tant que personne qui regarde ces documents tout le temps, parce que moi, ce n'est clairement pas mon cas, m'expliquer ce que je suis en train de lire là? D'un point de vue juridique et intellectuel, c'était très intéressant. Nous connaissons tous les contrats prénuptiaux qui déterminent la répartition de l'argent avant le mariage. On ne peut pas prévoir la garde des enfants car la situation évolue. Un bon parent aujourd'hui peut ne plus l'être demain. En revanche, la répartition de l'argent se décide à l'avance, comme avec un contrat post-nuptial. Il est simplement signé après les noces, après le mariage. Donc, vous pouvez avoir un contrat post-nuptial signé le lendemain du mariage, 10 ans après le mariage, et il détermine comment diviser les biens. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'en Virginie, il faut une période de séparation avant qu'un juge accorde le divorce. Et ce que le juge a constaté, c'est que parce qu'ils ont négocié un contrat post-nuptial, en disant qu'ils le signaient parce qu'ils allaient essayer de faire fonctionner leur mariage, mais que si jamais leur mariage ne fonctionnait pas, voici comment ils diviseraient les biens. Par conséquent, il n'était pas en période de séparation juridiquement valable. Il a ainsi utilisé le contrat post-nuptial contre eux en affirmant qu'ils ne pouvaient pas divorcer car ils avaient prouvé être prêts à réessayer. C'était assez intéressant. Je ne pense pas avoir déjà vu ça auparavant, surtout qu'en Géorgie, il n'y a pas de délai d'attente. Si vous voulez divorcer, vous vous arrangez et vous divorcez. Eh bien, parce qu'ensuite, j'aime aussi l'aspect juridique, hein. Il y a ce va-et-vient intellectuel. Mais aujourd'hui, la police dit qu'il y a eu cet appel. En janvier, c'était à peu près à cette période. C'est le mois où le tribunal a statué sur cette question particulière. Où Justin Fairfax aurait prétendument accusé Serena Fairfax de l'avoir agressée. Mais elle avait installé des caméras à l'intérieur de la maison. Donc, la police a visionné ces enregistrements. Aucune agression n'a eu lieu. Ils disent que la barre est assez haute pour prouver que quelqu'un a fait un faux signalement à la police ou quelque chose comme ça. Donc il n'a pas été inculpé. Mais c'est comment le système judiciaire regarde-t-il cela et dit « Eh bien oui, nous avons cette période d'attente qu'il faut quand même prendre en compte ».
Mais cela paraissait aussi simplement dangereux, du moins de l'extérieur, quand on voit ce genre de choses, et pourtant ils peuvent toujours vivre ainsi. Je veux dire, tu peux vivre où tu veux, mais ils sont quand même autorisés à vivre dans la même maison. Il semble juste qu'il y ait des signaux d'alerte qui apparaissent sur la façon dont cela se passait. Ouais. Et ces personnes qui pourraient regarder cette émission ou cette diffusion, j'aimerais leur parler s'ils vont devenir législateurs ou voter sur certaines lois, parce que tous les législateurs pensent que faire attendre les gens pour divorcer jusqu'à ce qu'ils soient séparés depuis un an aide. Dans cette situation, ils étaient ensemble. Elle n'avait peut-être pas les moyens de déménager. Elle ne l'a pas fait, vous savez, quand on peut obtenir un divorce rapide, un divorce plus rapide, on sait combien d'argent on va devoir avoir pour pouvoir déménager. On sait quel temps on aura avec les enfants. Oui, c'était évidemment une situation explosive. Engager une procédure contre son conjoint fait craindre une possible escalade, car l'un peut craquer ou perdre le contrôle. Rien que le fait que, vous savez, il s'agit d'une personnalité publique. Personne n'est à l'abri de ce genre de comportement. Et, vous savez, oui, il aurait dû y avoir des signes avant-coureurs. Mais Chris, on ne peut pas changer la loi pour un seul cas. La loi dans ce cas, c'est la loi dans tous les cas. Vous devez être ensemble. Vous devez être séparés pendant une période d'un an avant que nous puissions vous accorder un divorce. Qui? Je crois que les allers-retours ont pu influencer la répartition des biens et le temps passé avec les enfants. Malheureusement, puisqu'ils sont tous les deux décédés, nous ne saurons jamais à quoi aurait pu ressembler leur vie. C'est aussi un signe que, je précise, la plupart des législateurs ont de bonnes intentions, et lorsqu'ils imposent un délai d'attente, il existe souvent des exceptions. En cas de violence familiale ou domestique, le délai peut être réduit. You know, mais s'il y a presque de la violence domestique, je sais que mon conjoint deviendra violent, mais cela n'est pas encore arrivé, et je ne peux pas le prouver. Est-ce qu'on m'oblige à rester et à essayer de rester marié jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de grave? C'est une situation difficile. Si vous êtes adulte et pouvez décider de vous marier, vous devriez aussi pouvoir décider de divorcer. Et j'ai vraiment un problème avec les législateurs qui disent qu'ils font une bonne chose en obligeant les gens à rester mariés pendant un an et à essayer de régler leurs problèmes avant que l'État ne leur permette de divorcer. Il n'y a pas d'attente d'un an pour se marier. Peut-être que ça devrait être la solution. Vous devriez être obligé de sortir ensemble pendant un an et bien vous connaître avant de pouvoir vous marier rapidement. Peut-être que ce serait une meilleure solution. Mais, vous savez, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution universelle. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est un sujet un peu délicat qui me dérange particulièrement. Non, et c'est un bon point parce que je pense qu'en surface, on comprend la bonne intention derrière ça. Du genre, on ne veut pas que des gens, vous savez, se disputent, soient contrariés, puis courent mandailler au tribunal et, vous savez, soudainement divorcent. Et puis, ah, vous savez, ça finit par être un vrai gâchis. Mais il semble simplement, d'après ce que l'on sait des allégations dans cette situation, qu'ils vivaient dans la même maison. Et puis, il y a ce jour-là. Et je sais que je reviens un peu toujours sur le même point. C'est juste qu'autour du moment où la police dit qu'il a reçu les papiers du divorce, ils sont censés dormir dans la même maison la nuit. Et cela mène à cette altercation. On ne sait pas s'il possédait légalement l'arme. Ce n'est pas vraiment important, mais une arme à feu s'ajoute à la situation, ce qui ne la rend pas plus sûre. Et c'est juste l'idée que, même en dehors de l'État de Virginie, le jour où les papiers sont déposés, je suis sûr que tu as déjà vécu ça, c'est chargé en émotions. Comment y parviennent-ils? Puis le tribunal conclut, on se revoit à la prochaine audience. Eh bien, tout d'abord, la plupart des Américains, la moitié de toutes les personnes qui demandent le divorce, ne reçoivent même pas de conseils juridiques. Ils cherchent sur Google ou font des recherches et ils n'ont pas d'avocat. Je vais donner des conseils juridiques gratuits que je juge précieux. Et tout n'est pas approprié pour tout le monde. Mais si vous allez signifier à votre conjoint des papiers de divorce ou toute autre assignation en justice, réfléchissez à l'endroit où vous pouvez être en sécurité juste après. Pour les premières minutes, heures ou jours, il n'est pas illégal de dire je vais quitter la ville, déménager ou aller à l'hôtel pour quelques jours, jusqu'à ce que l'autre ait digéré la situation et puisse réagir de façon rationnelle. C'est juste que, vous savez, si on sauve la vie d'une seule personne en diffusant ce message, tant mieux. Faisons passer le mot. Mais oui, t'as tout à fait raison, Chris. Recevoir des papiers officiels, même si on s'y attend à cause d'un mariage en difficulté ou des propos de son conjoint, peut surprendre. Il n'y a quand même rien qui puisse vous préparer à le voir écrit noir sur blanc. Votre conjoint ne veut plus être avec vous. Et il veut divorcer, il veut que vous payiez de l'argent, et il veut la garde de vos enfants. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de dur, très dur, et c'est une journée difficile pour n'importe qui. Même la personne la plus solide, la plus stable, un lieutenant-gouverneur, un ancien lieutenant-gouverneur qui pouvait garder son sang-froid en public, même pour lui, c'est une réalité difficile à affronter.
Il était avocat et sur le document de divorce, j'ai vu qu'il se représentait lui-même. Elle avait un cabinet d'avocats. Lui se représentait seul. Il exerçait en cabinet privé depuis son départ de la fonction publique. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était vraiment une étoile montante en politique, qui a été la deuxième personne la plus puissante, à bien des égards, dans le gouvernement de Virginie pendant 4 ans. Mais en même temps, je veux dire, il y a aussi l'aspect émotionnel, même pour quelqu'un qui est un avocat incroyablement compétent. Et je sais qu'en tant qu'avocat spécialisé dans les divorces, vous aimeriez sûrement que les gens engagent des avocats pour leur divorce. Mais en même temps, vous voyez, elle a ce cabinet d'avocats qui la représente. Mais lui, il traverse tout ça et c'est lui qui subit le divorce. Ah, vous voyez, c'est elle qui a demandé le divorce. Comment ça se passe dans ce cas-là? Je me demande si, émotionnellement, se représenter soi-même est vraiment une bonne idée, même si cela permet d'économiser beaucoup d'argent. Ça va sûrement sembler promouvoir mon livre Divorce. Eh bien, oui, c'est ce que j'ai dit. En réalité, je ne vous dis pas d'embaucher des avocats ni de dépenser des milliers de dollars. Faites une première consultation. Des avocats spécialisés en divorce vous offrent 1 heure de consultation gratuite. Informez-vous, le savoir c'est le pouvoir. Vous savez, les gens utilisent l'IA et Google, ce qui peut aller. Ça peut être un début. Faites quelques recherches et envisagez de consulter un bon avocat, même si cela coûte 200 ou 500 dollars de l'heure, ou trouvez-en un gratuitement. Au moins, vous saurez ce que vous perdez sans faire intervenir un avocat. Beaucoup d'avocats, même sans expérience en divorce, essaient et pensent pouvoir gérer, mais ce n'est pas que du droit. Je veux dire, dans ce cas, on le voit plus clairement que dans presque n'importe quel autre cas. C'est du droit, c'est la nature humaine, c'est de l'émotion, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme. Et les avocats spécialisés en divorce, qui ont vu cela se répéter encore et encore, voient certaines similitudes. Et peut-être, juste peut-être, vous savez, un avocat spécialisé en divorce aurait pu mieux les préparer, les aider à les orienter vers une thérapie. Qui sait? Mais oui, je suis d'accord. Ce n'est pas une bonne idée de procéder sans avocat, mais si vous ne pouvez pas vous en permettre un, alors vous faites du mieux que vous pouvez. Mais prenez rendez-vous, obtenez un rendez-vous, informez-vous. Il y a tant d'avocats qu'on ne peut pas dire qu'on n'a trouvé personne pour vous recevoir. Oui, se défendre seul, vous savez, il y a un vieux dicton. Se représenter soi-même, c'est avoir un imbécile pour client. C'est un bon dicton. Oui. Et je veux dire, on le voit dans tellement de cas. Et j'imagine aussi que si vous passez par toutes ces démarches, en tant que personne impliquée dans l'affaire, il y a un niveau d'émotion qui vient avec ça. Alors que si vous avez un avocat, il y a presque une sorte de filtre où il peut réfléchir avec un esprit plus clair. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a joué un rôle dans tout ça. Bien sûr, c'est une histoire horrible aujourd'hui, rien que pour ça. On pense aussi à la famille, aux enfants, mec. C'est dur. Tu as raison, un avocat assure l'équilibre et le contrôle. C'est aussi pourquoi on en a autant, 20 avocats dans notre cabinet spécialisé en divorce. Ainsi, si j'entends quelque chose et veux réagir immédiatement, je peux dire « oui, c'est terrible ». Je m'arrête, je prends une respiration, je parle à mon collègue et je demande « quel genre de conseil devrais-je donner ?» Tu sais, si tu fais ça tout seul, il n'y a personne avec qui en discuter. Si c'est un membre de ta famille, tes parents diront « prends soin de toi ». Il faut quelqu'un d'objectif pour te dire « arrête ». Dans 5 ans, tu vas repenser à ça et te demander « est-ce que je l'ai géré de la bonne manière ?» Donc, il faut se donner du temps pour réfléchir. Et si tu ne peux pas te permettre un avocat, va voir la personne en qui tu as le plus confiance, la personne la plus patiente que tu connaisses. Pas quelqu'un de colérique, mais quelqu'un de patient. Ton prêtre, ton rabbin, ton imam, peu importe qui c'est, quelqu'un qui peut te donner un moment pour souffler et réfléchir à ce qui est le mieux sur le long terme. C'est une situation difficile. Et tu sais, c'est compliqué et il y a des ressources. Utilise-les. Oui, très bon point aujourd'hui où beaucoup se concentrent sur le divorce à cause de l'événement près de Washington, D.C. Randy Kessler, avocat en droit de la famille, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Tu apportes du contexte sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité, Chris. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.